J'ai une devinette. Je viens du monde de la radiodiffusion, mais j'ai fini par devenir incontournable dans la production musicale et les studios d'enregistrement. Je donne des résultats exceptionnels sur les voix et les basses, et mon travail peut être entendu sur une grande partie de l'histoire de la musique enregistrée. Tous les plus grands créateurs de plugins ont essayé de me recréer virtuellement, et je suis devenu une légende. Alors, je suis qui? Tu mets 2 allongés et 2 pains au chocolat là s'il te plaît. Salut, c'est Willy. Aujourd'hui, on va parler du compresseur LA2A, le temps d'un café. À la fin des années 50, l'ingénieur américain Jim Lawrence crée sa compagnie Teletronics et travaille à la conception d'un dispositif capable de maintenir un niveau de signal audio constant pour les besoins de la radiodiffusion. Son idée, révolutionnaire à l'époque car elle offrait une stabilité et une transparence bien supérieures à celles des circuits existants, était d'y parvenir en utilisant des capteurs optiques. Il crée ainsi le modèle originel de son Leveling Amplifier, qu'on peut traduire comme amplificateur niveleur. Fabriqué à une centaine d'exemplaires, le LA1 est donc le premier d'une série qui se poursuit avec le LA2, avant de donner naissance à l'emblématique LA2A, qui sera produit en plusieurs versions et sous différentes marques jusqu'en 1969. Après quelques rééditions limitées dans les années 70 et 80, il connaît une véritable renaissance en 1999 grâce à Universal Audio. Le LA2A doit sa réputation à son type de compression très naturel et musical, ainsi qu'à sa simplicité d'utilisation. Pour citer Bill Putnam Jr., PDG d'Universal Audio, le LA2A traite le signal avec amour. Il est vrai que celui-ci répond particulièrement bien à la voix et c'est en grande partie pour cela qu'il est si apprécié. De conception dite optique, il est entièrement programme dependent, c'est-à-dire que la façon dont il agit sur le signal est totalement dépendante de la nature de celui-ci. Avant d'aller plus loin, et afin de mieux comprendre ce qu'on abordera par la suite, on va revenir rapidement aux bases de ce qu'on appelle la compression dynamique. Le problème que Jim Lawrence essayait de résoudre avec le LA1 était la réduction de la plage dynamique du signal destiné à la diffusion hertzienne. L'objectif était d'obtenir un bon rapport signal sur bruit tout en évitant la surmodulation. En d'autres termes, il s'agissait de réduire l'écart entre les amplitudes maximales et minimales du signal pour obtenir un signal ni trop faible ni trop fort. Donc à la base, avec le compresseur, on adapte la dynamique d'un signal à la plage dynamique d'un support ou d'un équipement. Pour comprendre comment fonctionne un compresseur, on doit aborder certains principes. Commençons par le ratio. En anglais, ratio signifie rapport et c'est le paramètre qui va déterminer la quantité de réduction de gain qu'on applique au signal. Regarde le graphique. La droite rouge en pointillé représente le seuil fixé ici à 3 dB. C'est la valeur à partir de laquelle le compresseur applique une réduction de gain selon le ratio choisi. Ici, on a une amplification linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réduction de gain lorsque le signal dépasse le seuil. Pour chaque décibel en entrée, on retrouve un décibel en sortie, le ratio est de 1 pour 1. Maintenant, observe que lorsque 2 décibels dépassent le seuil en entrée, tu peux voir qu'il n'y a qu'un seul décibel en sortie. Le ratio est de 2 pour 1. Donc dans ce cas, si j'avais un niveau de plus 6 dB au-dessus du seuil, j'aurais 3 dB en sortie. Pour un ratio de 4 pour 1, c'est 1 décibel en sortie pour chaque 4 décibels en entrée, et ainsi de suite. Plus ce rapport est grand, plus la réduction de gain est importante. Et à partir du ratio 10 pour 1, on peut considérer qu'on passe en mode limiteur. Un compresseur réduit le gain en fonction d'un ratio choisi, alors que le limiteur aura pour fonction de contraindre le signal en sortie à la valeur fixée par le seuil. Le ni correspond au point de transition entre le moment où le compresseur amplifie le signal de façon linéaire et celui où il commence à appliquer une réduction de gain. Un hard ni signifie que la transition sera abrupte, alors qu'un soft ni aura une pente moins raide, ce qui aura pour effet une transition plus douce. Pour terminer, on va parler de l'enveloppe, c'est-à-dire des paramètres d'attaque et de release. L'attaque, c'est la rapidité avec laquelle le compresseur va effectuer la réduction du gain. Approximativement, on peut dire que c'est le temps nécessaire au compresseur, à partir du moment où le signal dépasse le seuil, pour atteindre environ 2/3 de la réduction de gain maximale. En revanche, le release est la durée pendant laquelle le compresseur continue à agir sur le signal après qu'il soit repassé en dessous du seuil. Les temps d'attaque et de release sont exprimés en millisecondes. Plus leur valeur est basse, plus la réponse du compresseur est rapide. Tous ces paramètres sont étroitement liés les uns aux autres et il est essentiel de les comprendre et de savoir les ajuster afin d'obtenir l'effet de compression désiré sur le signal audio. Alors, oui, mais le LA2A est un compresseur optique doté de la célèbre cellule T4 et c'est elle qui opère la magie. Le seuil, le ratio, l'enveloppe, tout dépend d'elle et du signal qu'on lui donne. Un T4, c'est une cellule électro-optique composée d'un panneau électroluminescent et de 2 photorésistances.
Le panneau luminescent émet de la lumière lorsqu'il est parcouru par un courant électrique. Plus le signal est fort, plus la lumière qu'il produit est intense. Cette lumière éclaire les cellules photoélectriques et fait varier leur résistance en fonction de son intensité. En fait, plus la lumière est intense, moins la résistance de la cellule est élevée. Et c'est ça qui au final provoque la réduction du gain du signal. Une deuxième cellule photoélectrique est également éclairée par le même panneau, ce qui permet de fournir une indication de la quantité de compression que tu pourras lire sur le vumètre. Le T4, c'est vraiment le cœur du LA2A. Toute sa musicalité repose sur la conception et les caractéristiques physiques des composants de cette cellule. J'irais même jusqu'à dire que c'est grâce au T4 que le LA2A acquiert une âme et conserve sa part de mystère. Un mystère qu'on va quand même essayer de percer en examinant le schéma fonctionnel de la bête. Le signal, après avoir traversé un transformateur d'entrée, se dirige vers la cellule T4. Pendant ce temps, une partie de ce signal est prélevée et dirigée vers ce qu'on appelle le circuit sidechain du compresseur, permettant ainsi la réduction de gain. Maintenant, regardons le trajet du signal dans le sidechain. On trouve un premier bloc qui contrôle la réponse en fréquence du circuit de réduction de gain. Ce bloc est réglé par le paramètre emphasis qui peut être ajusté avec un potentiomètre situé sur la façade avant du compresseur. Et pour comprendre son utilité, rappelons-nous que le LA2A trouve ses racines dans le domaine de la radiodiffusion. Lors d'une transmission FM, le rapport signal sur bruit est généralement moyen à mauvais dans la partie supérieure du spectre. En effet, plus les harmoniques sont d'un rang élevé, plus leur amplitude diminue, ce qui entraîne un niveau de bruit plus élevé aux fréquences aiguës. Afin de remédier à ce problème et d'améliorer la qualité de la transmission, on utilise la préaccentuation. Avant la transmission, les hautes fréquences sont augmentées, ce qui améliore le rapport signal sur bruit. En revanche, lors de la réception, on applique une désaccentuation, ce qui signifie que ces mêmes fréquences sont réduites selon la même courbe, mais inversées. Ainsi, les fréquences dans la partie supérieure du spectre retrouvent leur niveau initial, tandis que le bruit est atténué. Cependant, la préaccentuation d'un signal contenant beaucoup de hautes fréquences peut entraîner un niveau de modulation excessif. Le paramètre emphasis du LA2A, en accentuant la réduction de gain dans la partie supérieure du spectre, permettait d'éviter toute surmodulation lors de la préaccentuation du signal. Lorsque le potentiomètre est à sa position d'origine, la compression est uniforme sur l'ensemble du spectre. Toutefois, lorsque le réglage est à 100%, ce sont les fréquences aiguës qui subissent une compression plus intense lorsque leur niveau dépasse le seuil. Aujourd'hui, le paramètre emphasis peut être utilisé de manière créative lors du mixage, et c'est ce que je te montrerai dans la dernière partie de la vidéo. En continuant le parcours du signal dans le circuit sidechain, on arrive au potentiomètre de réglage appelé Peak Reduction Control, qui nous permet d'ajuster à la fois le seuil et la quantité de compression à appliquer au signal. Alors tu as sûrement remarqué que le LA2A ne possède que 2 boutons de contrôle principaux et aucun d'entre eux n'est explicitement désigné comme seuil. C'est parce qu'en théorie son seuil est fixe. Dans d'autres compresseurs à seuil fixe, comme le 1176 par exemple, c'est le réglage du gain d'entrée qui détermine le niveau à partir duquel la réduction de gain sera appliquée. Si tu augmentes le gain et que le signal dépasse le seuil, le compresseur entre en action. Sur le LA2A, le potentiomètre Peak Reduction contrôle l'intensité de la lumière émise par le panneau électroluminescent, tandis que le seuil de détection est une propriété intrinsèque de la photorésistance. Lorsque la lumière atteint une intensité suffisante pour être détectée par la cellule photoélectrique, sa résistance commence à diminuer en fonction de la luminosité émise par le panneau. C'est cette diminution de résistance qui détermine la quantité de compression qui sera appliquée au signal. Dans les faits, le bouton Peak Reduction contrôle le gain du signal dans le circuit sidechain. Ce signal est ensuite conditionné pour pouvoir alimenter le panneau luminescent du T4. Lorsqu'aucune lumière n'est produite, la résistance de la cellule photosensible est à son maximum et le circuit n'est pas affecté, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'atténuation du signal. En revanche, lorsque la lumière brille, la résistance de la cellule diminue, ce qui entraîne une influence sur le circuit et provoque une réduction de gain. On peut imaginer cela comme si une partie du signal tombait dans une trappe et se perdait, le circuit agissant comme un diviseur de tension. Le signal peut maintenant être amplifié pour compenser la réduction de gain produite par le T4 et poursuivre son parcours jusqu'à l'étage de sortie. Le LA2A, en apparence d'une simplicité trompeuse, dissimule bien des secrets. Lorsqu'on gratte un peu sa surface, on réalise que ses caractéristiques sont loin d'être figées. De nouvelles contradictions surgissent et remettent en question tout ce qu'on croyait savoir, plongeant notre esprit dans un état d'incertitude. J'en ai fait l'amère expérience, perdant de précieuses nuits de sommeil, happé par les mystères insaisissables qui se cachent derrière le T4. La première chose qui a éveillé ma curiosité sont les constantes de temps, en particulier le temps d'attaque. Malgré l'existence d'un certain consensus autour d'une valeur moyenne de 10 millisecondes, le manuel original mentionne curieusement un temps d'attaque de 10 microsecondes.
Simple faute de frappe, peut-être, mais cette erreur persiste dans le temps, se glisse dans d'autres versions du manuel, puis dans des articles techniques pourtant pointus. Certains évoquent même une attaque quasi instantanée, et jusqu'aux documents récents d'Universal Audio, pourtant détenteur du brevet, qui donnent des valeurs contradictoires. Alors voilà qui en rajoute une couche. Mais c'est pas tout. Même les valeurs théoriques de ratio et de seuil ne sont en rien certaines car elles dépendent en réalité totalement du signal entrant, de son amplitude et de sa fréquence. Rien n'est linéaire et il n'y a pas deux L à 2A qui sonnent pareil. J'ai mal à la tête là. Lou, mon chat, je vais lui faire un câlin. Il est là.